Bonsoir chers téléspectateurs. Aujourd'hui dans Santé d'abord, nous parlons des avortements clandestins et ses impacts sur la santé des personnes qui choisissent de le pratiquer. Comment remédier au manque de plaisir ou de désir au cours des rapports sexuels? Le sujet nous intéresse également ce soir. Mais tout ceci, c'est après la rubrique On est en forme où un spécialiste nous rappelle comment prendre en charge ou stopper la diarrhée chez nos tout-petits à domicile. Merci pour votre fidélité à cette émission. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Olive. Ça fait plaisir de vous revoir sur le plateau de Santé d'abord. Ça fait plaisir d'être là aussi. Vous allez bien? Je vais bien, je rends grâce à Dieu. D'accord, nous allons aussi bien. Et aujourd'hui, vous allez nous apprendre comment prendre en charge la diarrhée de nos tout-petits à domicile, n'est-ce pas? Oui. Et de quoi avons-nous déjà besoin? Pour prendre en charge la diarrhée, on a besoin de solutions de réhydratation. La solution de réhydratation, c'est un sachet comme ça souvent en pharmacie. Donc, vous pouvez acheter sans ordonnance la solution de réhydratation. C'est une boîte avec 2 sachets de solution et une plaquette de zinc. Comment est-ce qu'on prépare de l'eau stérile? Normalement, c'est de l'eau stérile, mais on demande au moment, normalement, elles doivent bouillir l'eau, attendre que l'eau tiédisse et puis prendre 1 litre d'eau dans laquelle elles vont verser un sachet de poudre de réhydratation. Maintenant, comme cette bouteille d'eau, souvent les mamans n'ont pas de récipient pour pouvoir mesurer 1 litre d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on leur propose? Vous prenez une bouteille d'eau de Voltic, et c'est un exemple, et puis vous cherchez une bouteille vide de 500 ml et vous diminuez les 500 ml dans cette bouteille-là, comme ceci. Et tout ceci, vous le faites avec les mains lavées. Parce que la diarrhée, c'est la maladie du péril fécal. Souvent, c'est les maladies des mains sales. Donc, les mamans doivent se laver les mains. Se laver les mains avant de préparer la solution. Et vous ouvrez le sachet. Vous ouvrez le sachet et vous... Voilà. Et vous renversez dans la bouteille d'eau. Souvent, quand l'enfant fait la diarrhée, il a soif puisqu'il perd de l'eau. Et après chaque selle liquide, la maman propose de l'eau à boire à l'enfant. Elle mesure environ 200 ml d'eau qu'elle propose à l'enfant. Donc, c'est vraiment à boire lentement, au rythme de l'enfant, jusqu'à ce qu'il puisse finir les 200 ml d'eau. Maintenant, si l'enfant veut plus que 200 ml d'eau, elle peut lui donner. Mais s'il ne veut pas boire, qu'elle fasse l'effort de lui faire boire au moins 200 ml d'eau pour permettre qu'il remplace les liquides qu'il est en train de perdre avec la diarrhée. Et quel risque y a-t-il si on ne prend pas en charge à temps la diarrhée de l'enfant? La déshydratation. La déshydratation peut entraîner la mort parce que quand il n'y a pas de liquide dans le corps, il n'y a pas suffisamment de liquide, de plasma. Et donc, en l'espace d'une journée, même moins d'une journée, ça dépend à quel rythme l'enfant perd les selles, l'enfant peut rentrer en choc, c'est-à-dire que perdre complètement son liquide extracellulaire et rentrer en choc, donc hypotension, et puis décéder. Donc, c'est très important. C'est très important. C'est le premier médicament contre la diarrhée. Et le zinc, quand est-ce que lui, il intervient? Le zinc, c'est comme un tonificateur dans l'immunité. Quand l'enfant fait la diarrhée et qu'on lui donne du zinc, ça l'aide à raccourcir l'épisode diarrhéique en cours et à prévenir les prochains épisodes de diarrhée dans les 3 mois
qui suivent. Et à quelle fréquence? Donc, ça dépend de quel âge l'enfant a. S'il a moins de 6 mois, ça, ce sont des comprimés de 20 mg. On lui donne un demi-comprimé. Ce sont des comprimés qui se dissoudent tout seuls. Vous voyez, il y a un trait, donc c'est sécable. Donc, vous voyez que ça se casse facilement. Donc, la maman, elle met un comprimé, elle met juste un peu d'eau. Elle peut prendre l'eau même de Oracel, là. Ça se délite. Et puis, elle lui donne et boit. Elle peut mettre dans une cuillère et puis elle met du lait maternel. Ça se dissout et puis elle lui donne et boit 1 fois par jour pendant 15 jours. Donc, s'il n'y a pas de diarrhée, on ne donne pas de zinc à l'enfant? Oui, dans certaines situations aussi, on peut donner le zinc, mais c'est le médecin qui prescrit. D'accord. Merci beaucoup, Dr Nzonou. Merci. À très bientôt pour d'autres conseils. À bientôt. Nous nous intéressons dans cette deuxième partie de l'émission à la santé de la reproduction avec un point essentiel sur les avortements clandestins provoqués. Un sujet aussi préoccupant qu'alarmant eu égard aux chiffres de l'Organisation mondiale de la santé qui estime qu'environ 73 millions de grossesses provoquées ont lieu chaque année dans le monde. C'est l'une des causes de décès maternels en Afrique puisque, selon les sources de l'Organisation mondiale de la santé, environ 45% de l'ensemble de ces avortements sont non sécurisés et 97% ont lieu dans les pays en développement. Dr Romario Maoube, spécialiste des questions de la santé, nous permettra de comprendre les causes, les risques et les complications liées aux avortements clandestins. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter les avis et ou les réactions de l'homme de la rue sur la question. Les avortements, quand ça devient clandestin, c'est parce que c'est pas autorisé en fait. C'est un risque. Les gens se cachent et puis vont avorter auprès de certaines personnes qui ne sont pas habilitées à le faire. Pourquoi est-ce que ces filles-là le font? C'est souvent parce que peut-être elles ne sont pas prêtes à le faire. Les responsables de ces grossesses-là se désengagent en fait. Et une autre cause, c'est aussi le manque de moyens. Et pour pouvoir éviter tout cela, je pense essayer de donner cette sensibilisation que vous êtes en train de faire. Ça fait partie. Ça va permettre quand même de pouvoir parler aux gens. Lorsque ça arrive quand même si ce n'est pas autorisé, il ne faut pas aller faire des avortements clandestins et tout ça, parce que ça peut mener facilement à la mort. Donc il y a quand même des structures, il faut se référer à ces structures-là. Quand vous allez quand même à l'hôpital et que vous vous référez au docteur et tout ça, il peut vous donner les noms de ces structures-là et vous irez quand même voir ces structures-là qui vont vous permettre de pouvoir garder cette grossesse-là. Parce qu'avoir un enfant, c'est une chance. Donc ce n'est pas une bonne chose. Les conséquences, je peux dire, ça permet d'avoir plus tard des séquelles, soit l'ovaire ou ton appareil génital peut être endommagé, ou soit si psychologiquement tu peux être endommagé. Pour immédier à l'avortement, je pense qu'il faut des sensibilisations dans les écoles, dans les places publiques et dans les marchés pour amener les jeunes filles à savoir les conséquences de l'avortement. Les avortements clandestins, ce qui les provoque chez les jeunes filles, c'est la peur d'affronter le regard des autres, la peur des parents de ne pas pouvoir être à la hauteur. Les conséquences, il y a la mort prématurée des jeunes. Après l'avortement, il y a certaines personnes qui abandonnent les études. Problèmes de santé, et tout. Sensibiliser les jeunes filles sur l'abstinence, peut-être l'abstinence, et les parler sur le fait que si elles tombent enceintes, elles peuvent parler avec les parents, voir une approche de solution. Je pense que c'est une mauvaise chose parce que déjà, vous n'avez pas pris les précautions, elle peut perdre la vie. Peut-être dans ce genre de trucs aussi, elle peut aller se faire d'autres maladies. L'avortement peut ne pas être réussi et là peut-être toute sa vie elle ne va plus avoir d'enfants à cause de cette petite erreur. Moi je trouve que mieux si vous voulez avorter, je ne le conseille pas, mais si vous voulez avorter, faites-le dans les bonnes conditions en fait. Ma conseil vite et même une nuit il y avait 20 ans ma conseil béné de fou navio. Bah la sauve au sort. Là no cancer né, là nyale ko là no bliro.
Nettoie, ne amélidi à chez la tête, la non. Au fur et à mesure, ne mi lo tukara kumya be vieux, mi anto nyana oregbe. O la so vieux va, nyon via, comme les passer d'eau. Et là to, même quand j'ai suivi on la yue. O la pompe na o vigno nya, quand même ko so de mi ma wele kia. Pas mon non. Après nous ko legbe ko la va. En notre temps, question d'avortement, il n'y a pas question d'avortement. Avorter comment? Parce que Dieu t'a donné que tu donnes ton camarade. Maintenant, si tu n'arrives pas à donner ton camarade, ce n'est pas la peine d'aller chercher des produits frauduleux. Dieu n'a jamais dit quelque part qu'il faut être enceinte et enlever l'enceinte. Donc quand tu enlèves l'enceinte, avortement c'est enlever un enfant. Donc ça veut dire que tu as fait un mal pour Dieu. Dieu le sait. Pourquoi il y a d'autres qui ne donnent pas? Et toi, tu as eu la chance de gagner et toi, tu fais sortir. Pourquoi toi aussi, tu es né? Donc moi, je vois que la question d'avortement, c'est un péché total. Je le présentais à l'entame de cette émission. Je partage ce plateau ce soir avec Dr Romario Maoubé. Dr Romario Maoubé, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Oui, ça va. D'accord. Vous êtes un gynécologue obstétricien à l'Association togolaise pour le bien-être familial, n'est-ce pas? Évidemment. Et avec vous, nous allons parler de cette question cruciale, cette question qui préoccupe tant la population, nous, les communicateurs, vous, agents de santé et la société civile, les avortements clandestins provoqués. Vous avez suivi un tout petit peu avec moi l'avis de l'homme de la rue sur la question. Bien évidemment, bien évidemment. Plaisir de partager le plateau avec vous sur un thème qui mine notre société actuellement et qui nous fait parfois défaut dans la prise en charge. Effectivement, j'ai eu à écouter les uns les autres et pleinement, ils ont touché beaucoup de points que nous allons détailler aujourd'hui. Au cours de cette émission. Mais avant d'aborder cette question, comment définir cette santé sexuelle et reproductive? Alors, au sens, ou bien au terme littéraire, la santé de reproduction est définie comme un bien-être, que ce soit mental, physique ou social, de la femme concernant le système reproductif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'appareil génital, ses fonctions et ses fonctionnements. Et sur quoi nous devons mettre l'accent lorsque nous évoquons cette santé sexuelle et reproductive? Alors, quand on parle de la santé sexuelle et reproductive, on fait allusion à tous les programmes ou bien les activités en rapport avec la contraception et la planification familiale, la prévention ou le traitement des maladies liées à l'appareil génital, la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles, aussi la prévention et le traitement de l'infertilité, de l'infécondité et des troubles érectiles chez l'homme. La question de l'avortement n'est pas évoquée? Bien évidemment, c'est le point phare, j'allais terminer par ça. Pas seulement l'avortement, mais sa prévention également et sa prise en charge sur toutes les complications. Et il faut pas oublier également le nouveau-né, quand on parle de la santé sexuelle et reproductive, de sa conception, de sa prise en charge par rapport aux consultations prénatales, de l'accouchement, surtout de nos jours où on veut avoir des accouchements sans risque, et l'après l'accouchement, leur prise en charge également. Donc, tout ceci fait partie de la santé sexuelle et reproductive. D'accord. L'avortement clandestin, qui est l'un des volets de la santé sexuelle et reproductive, c'est le sujet qui nous intéresse ce soir. Quand on parle d'avortement clandestin, à quoi fait-on concrètement allusion? Alors, quand on parle d'avortement provoqué clandestin, avant de revenir à ce que c'est, il faut comprendre d'abord ce que c'est qu'un avortement. L'avortement est défini simplement comme une interruption, que ce soit complète ou pas, d'une grossesse avant le 6e mois, avant sa période de viabilité. Donc, c'est ce qui définit l'avortement. Maintenant, quand on parle d'avortement provoqué clandestin, ça veut dire que c'est quelqu'un qui provoque l'avortement et de manière illégale. Et ça se fait dans les pays où l'avortement est prohibé. Donc, on parle d'avortement provoqué et clandestin. En contrario, on va nuancer avec
l'interruption volontaire de grossesse, communément appelée avortement provoqué. Non, il y a une nuance entre l'interruption volontaire de grossesse et l'avortement provoqué clandestin. L'interruption volontaire de grossesse, de manière générale, c'est cet avortement qui est provoqué, légal, qui se fait dans un centre médical dédié à cela. Avec un personnel qualifié. Bien évidemment. D'accord. Et clandestin, c'est quand ça se fait en dehors de ce cadre légal. D'accord. Et quelles sont les raisons qui poussent les filles et les femmes à cet état? Alors, les raisons sont multifactorielles, que ce soit économique, sociale, culturelle et de nos jours religieux également. Alors, les raisons les plus fréquentes, c'est d'abord les études. Ensuite, on a les pressions ou bien la pression sociale et surtout familiale qui pousse les jeunes filles à faire les avortements. Il y a également la prise en charge financière de la grossesse qui pose problème dans certains cas. Et les raisons les suivantes également, c'est l'irresponsabilité de l'auteur qui refuse parfois la grossesse, qui pousse les jeunes filles ou femmes à se retrouver dans cette situation. Est-ce que vous recevez de ces filles qui viennent demander ces services d'avortement? Bien évidemment, c'est fréquent. Heureusement, on les amène par d'autres moyens à ne pas s'adonner à cette pratique. Et quelle est la situation? Quel est l'état des lieux de ces avortements ici au Togo? Alors, au Togo, les données factuelles ne sont pas effectives. On a quand même des études qui ont été faites par Madame Afiwa Doke, c'est en 2009. C'est les données factuelles que nous avons où elle nous faisait part de 15% des femmes qu'elle aurait questionnées qui ont eu recours à l'avortement. Mais de manière générale, on n'a pas des données, comme je le disais, factuelles, mais on a plutôt la fréquence élevée des complications que nous recevons chaque jour à l'hôpital pour la prise en charge. Il n'y a pas ce jour où on va aller à l'hôpital et on n'aura pas les complications liées à ces avortements provoqués clandestins. Donc, chaque jour, vous recevez des Chaque filles? jour, il n'y a pas ce jour où je vais à l'hôpital et puis je n'ai pas de ces complications que nous recevons. Peut-on qualifier les avortements clandestins de fléau? Bien évidemment, c'est un problème de santé publique. Si c'est un problème de santé publique, cela mérite qu'on se penche sérieusement là-dessus. Exactement. Pour sauver des vies. L'avortement spontané, dans ce cas, c'est pas une situation extérieure qui provoque l'avortement. Donc, c'est un avortement qui a lieu de manière naturelle, spontanée. C'est ce que nous appelons dans notre jargon les fausses couches. D'accord. Et qu'est-ce qui peut causer ce type d'avortement? Alors, plusieurs causes peuvent être à l'origine des fausses couches. Je vais citer quelques-unes. C'est d'abord les maladies génétiques. Et certaines maladies qui par la suite peuvent engendrer d'autres problèmes à la maman ou à l'enfant. Je fais part de l'hypertension artérielle, du diabète, des maladies que nous appelons dans notre jargon des maladies auto-immunes, et le paludisme aussi ou d'autres infections peuvent être aussi à l'origine de ces fausses couches. Donc, le paludisme peut provoquer un avortement? Bien évidemment. Existe-t-il des signes avant-coureurs de ces avortements? Des signes avant-coureurs, nous préférons parler de symptômes qui peuvent annoncer l'avortement. C'est des douleurs au bas-ventre qui sont répétitifs, des saignements ou la perte des os qui peuvent annoncer l'avortement en lui-même. Ça veut dire que si la femme s'y prend tôt, on peut sauver son enfant? C'est possible. Lorsque ces signes commencent à se présenter? Tout dépend de la cause et du stade où se situe l'avortement. D'accord. Oui. Celle que nous avons surnommée Esivi a eu à faire un avortement clandestin il y a de cela 5 ans. Si elle vit aujourd'hui, c'est grâce à sa sœur qui l'a retrouvée un soir dans un bain de sang, une expérience qu'elle ne souhaite même pas à son pire ennemi. Regardons ensemble. J'avais eu à demander un service d'interruption volontaire de grossesse. Ce n'était pas dans un hôpital. C'est une amie qui m'a référé à ce praticien lorsque j'étais dans le cas. En fait, j'avais 15 ans, j'étais en 3e. Bon, je ne pouvais pas garder la grossesse,
parce que je devais aller à l'école et celui et mon partenaire aussi ne pouvait pas garder cette grossesse parce qu'il était marié. Et j'ai dû, le soir, le jour, j'ai eu recours à l'aide. Heureusement que ma soeur n'était pas allée travailler. Quand je suis rentrée à la maison, j'avais atrocement mal au ventre et je saignais beaucoup. Et toute la nuit, j'avais mal. Et ma soeur a dû m'amener à l'hôpital au CHP à Tapamé. Et là, le gynécologue qui était de service cette nuit a pris soin de moi, il m'a soigné. Ça fait 8 ans de cela aujourd'hui. Je ne suis pas encore mariée. Depuis lors, je ne suis plus tombée enceinte. Je ne sais pas si cela aura des répercussions sur moi dans le futur. Docteur, vous parliez tantôt des filles qui arrivent dans vos services avec des complications. Quelles sont ces complications? Alors, les complications liées à l'avortement provoqué clandestin, bien sûr, parce que il y a aussi l'avortement que nous avons dit qui sont spontanés ou fausses couches, ou des avortements provoqués, mais légaux, qui se fait dans un cabinet médical par des agents de santé. Ces deux derniers types d'avortements ne sont pas pourvoyeurs de complications la plupart du temps. Mais comparé à l'avortement provoqué clandestin, ça a plusieurs types de complications que nous avons groupées en 3 volets. D'abord, les complications immédiates que nous appelons les complications à court terme, qui est les hémorragies, on peut avoir un saignement abondant, des perforations de l'utérus, là où se situe bébé, et qui peuvent aller blesser d'autres organes de voisinage comme les intestins, le rectum ou la vessie, là où l'urine reste. Ça sont les complications à court terme. Les complications à moyen terme, c'est souvent les complications secondaires. C'est ce que nous allons avoir avec les infections, qui va commencer d'abord localement au niveau de l'utérus et devenir régional. Ça va toucher les organes de voisinage et puis se généraliser. Dieu merci, avec la vaccination contre le tétanos, avant on avait de ces complications qui allaient jusqu'au tétanos et ça entraînait également la mort de nos jeunes sœurs. Maintenant, par la suite, après que une jeune fille, une femme ait eu à faire l'avortement provoqué clandestin, elle se penserait sauver de la situation. Des années après, elle va avoir des complications que nous allons qualifier de complications tardives. C'est quoi ces complications? C'est d'abord l'infertilité ou la stérilité, les problèmes, les troubles liés aux règles ou bien au cycle menstruel, des douleurs de bas-ventre qui sont chroniques, où l'examen normalement ne comprend rien, les douleurs lors des rapports sexuels, ou avoir des complications d'une grossesse qui se situe en dehors de l'utérus. C'est ce que nous appelons les grossesses extra-utérines. On peut également avoir des troubles psychologiques liés aux gestes qu'elle a eu à poser par la langue, ou bien avoir une grossesse qui va évoluer, mais par la suite, ça va entraîner une fausse couche ou bien un accouchement prématuré à répétition. Et c'est lié souvent à ces avortements provoqués clandestins. Et ces avortements provoqués clandestins peuvent aussi causer l'insuffisance rénale? Oui, indirectement, ça peut causer l'insuffisance rénale. Tantôt, j'ai dit que ça peut entraîner une hémorragie grave. Et le fait d'avoir perdu beaucoup de sang peut agir sur tout organe qui a besoin de ce sang, dans le rein, et par la suite entraîner une anémie et qui va agir également sur l'insuffisance rénale. Indirectement, c'est possible. C'est un choix mortel qui ne reste pas sans conséquences sur la vie et la santé. Oui, comme vous l'avez dit, c'est un choix mortel que nos jeunes sœurs ou nos jeunes femmes ignorent. Je prends cette expérience où la jeune fille va venir pour l'avortement, ou bien elle va se dire que qu'elle sera enceinte, elle va préférer avorter, mais quand on lui propose la contraception, qui est une situation la moins
par rapport à l'avortement, elle ira préférer choisir l'avortement, ignorant les complications ou les conséquences que cet avortement peut avoir. Nous l'avons aussi dit parfois, c'est le poids de la société, la peur de l'abandon scolaire et tout ce qui va avec. Le mieux serait de fermer les cuisses et d'ouvrir les cahiers des soins. On peut faire les deux. Je ne serai pas trop radical. On peut faire les deux. On a juste le milieu où on peut leur proposer des solutions. Docteur, vu les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, les avortements clandestins provoqués sont des problèmes ou bien demeurent un problème de santé publique. C'est un problème d'actualité. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer le fléau? C'est complexe cette question, puisque depuis la nuit des temps, c'est une situation qui a été toujours là. Les avortements provoqués, c'est un fléau qui date depuis longtemps, mais on remarque que de nos jours, ça devient de plus en plus fréquent. Et c'est dû à quoi? C'est dû d'abord au système éducatif que nous avons maintenant, où il faille aller à l'école, trouver un boulot avant de se marier, au système culturel, au système religieux que nous avons. Parce qu'avant, on n'avait pas cette éducation, il faut aller à l'école d'abord avant de travailler. On finit, la jeune femme va au champ, elle revient, elle se marie très tôt et puis elle a ses enfants. Maintenant, le système a tellement bouleversé beaucoup de choses. Je ne dis pas que c'est une raison, mais c'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, qu'on a plus ce problème. Que faire pour régler le problème? Alors, tout d'abord... Quelles sont les dispositions que nous devons prendre, chacun à son niveau? Oui, je disais tout d'abord, la responsabilité est partagée. Comme vous l'avez dit, chacun à son niveau. Au niveau familial, il faut promouvoir l'éducation sexuelle avec nos mamans, apprendre à la jeune fille qu'est-ce que c'est que le sexe, à quel moment il faut faire, et avoir une confiance avec sa jeune fille pour que à chaque fois qu'elle sort dehors, qu'elle ait rencontré qui ou pas, elle viendra vous dire, voilà, maman, j'ai eu tant, et puis voilà, vous avez une communion avec votre jeune fille. Donc, tout part de la maison, de l'éducation sociale que vous donnez à la maison. Également de la société, faire une sensibilisation dans la société sur les complications, bien la gravité qu'on peut avoir dans l'avortement. À notre niveau, c'est d'amener les jeunes filles à comprendre ce que c'est que l'avortement, ce que c'est que les complications liées à ces avortements et à leur gravité, et surtout leur proposer des solutions que, on peut toutefois faire du sexe, des rapports sexuels, mais éviter la grossesse. Et c'est de ça que je disais, c'est la contraception qu'on peut offrir à cette jeune femme qui a beaucoup de projets devant elle, de l'avenir devant elle, mais a déjà commencé du sexe. Donc, on l'encourage en adoptant une contraception. Maintenant, à nos amis, les médias, c'est toujours continuer ce que vous faites, la sensibilisation à travers divers plateaux. À l'endroit de nos autorités, c'est de promouvoir cette santé sexuelle et reproductive. Alors, avant de venir au plateau, je discutais avec un collègue, on se disait, et si on arrivait à un stade où on légalisait certains types d'avortements dans nos contrées, est-ce que ça n'allait pas réduire ces avortements provoqués clandestins? Comme l'ont fait certains pays? Voilà, bien évidemment. C'est ce que je lui répondais, oui, c'est vrai que ça allait réduire beaucoup de ces avortements provoqués clandestins, mais c'est un couteau à double tranchant. En légalisant cela, on peut ouvrir une boîte de Pandore, comme on le dit souvent, et on ne pourra pas maîtriser cette situation parce qu'on a légalisé. Mais c'est toujours en discussion et on lance un clin d'œil aux autorités pour qu'ils sachent exactement ce qu'il faut faire pour la santé sexuelle et reproductive de la population. Justement, le protocole de Maputo, instrument d'affirmation des droits humains, adopté en 2003 et ratifié par les États, y compris le Togo, autorise l'avortement sous certains critères. Quels sont ces critères? Bien évidemment, on a certains critères prédéfinis dans ces situations où on peut autoriser l'avortement fait par un personnel de santé dans un cadre médical. Alors, c'est les situations où on porte une grossesse liée à une agression sexuelle, à un viol et un inceste, ou une grossesse qui entraîne des maladies ou bien qui peut engendrer ou bien gêner le pronostic vital de la maman. Donc, dans ces situations,
il peut nous amener, nous, personnels de santé, après une concertation pluridisciplinaire collégiale, à autoriser l'avortement. Et même l'Assemblée nationale congolaise aussi a voté une loi, la loi 2007-05, qui fait la lumière sur la santé de la reproduction de la femme, du droit à la santé sexuelle et reproductive en général. Est-ce que cette loi est connue de la population togolaise et surtout des jeunes? Alors, est-ce que cette loi est connue? Je ne dirais pas vraiment. Nous-mêmes, personnels de santé, je ne suis pas sûr qu'on a notion de cette loi de manière générale, bien dans son ensemble. Mais c'est pour ça que nous sommes là. Au fur et à mesure, on va amener la population à connaître cette loi et c'est tenant et aboutissant. Et vous êtes gynécologue, obstétricien et vous officiez à l'Association congolaise pour le bien-être familial, qui travaille beaucoup avec les jeunes, surtout sur ces questions de santé sexuelle et reproductive. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour vulgariser cette loi, pour que les jeunes prennent connaissance de cette loi? ADPF a plusieurs activités à son sein et a carrément même un centre dédié aux jeunes que nous appelons le centre Excellence qui est à Gouin Plateau. On fait la promotion de la santé sexuelle et reproductive à travers des ateliers, des sensibilisations, des causeries et plein d'autres choses. Vous étiez en train de le dire tantôt, au Togo, les avortements sont interdits. Mais il y a certains pays comme le Bénin, à côté, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la Mozambique, qui ont libéré ces avortements et on voit les chiffres selon les recherches, ça a diminué drastiquement le nombre de décès maternels. Doit-on en arriver là? Oui, c'est ce que je disais tantôt, c'est vu les derniers rapports qu'ils ont publiés, ça a beaucoup amélioré la santé sexuelle et reproductive de leur population en diminuant la mortalité de manière générale. Mais c'est ce que je disais également, ça c'est une bonne chose, un couteau à double tranchant. Est-ce que en légalisant ça chez nous, est-ce qu'on pourra maîtriser cette situation? Mais je laisse le libre choix à nos autorités de savoir ce qui est bon pour nous et dans quel cas, dans le cas où ils vont légaliser cela, comment le faire pour que ça soit vraiment maîtrisé. Vous éduquez les jeunes, mais pourquoi ne pas étendre cette éducation aux parents ou à nos communautés, aux leaders religieux, leur dire que la sexualité ne doit plus être tabou? Oui, je disais tantôt qu'on a ciblé les jeunes à travers un centre que nous appelons Centre Excellence. C'est uniquement dédié aux jeunes. Mais on a plusieurs centres où on prend en charge ces situations, où on fait également des sensibilisations, des causeries. Avant chaque consultation, tous les jours, on discute de ces situations, de ces problèmes à toute personne venant pour consulter à la TBF avant de commencer une consultation. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas apporter l'information vers la population et ne pas attendre que ce soit les jeunes qui viennent vers vous avant d'avoir cette information? Exactement. On a commencé déjà, on va anticiper, puisque ATBF est dans plusieurs activités. C'est pas juste le centre et puis les cliniques. On va sur le terrain, les recoins des pays, dans les villages, dans les villes, pour parler de cette situation de manière générale. Comment prévenir ou éviter ces avortements clandestins? Pour prévenir de manière générale, il faut qu'on classe la prévention. On peut faire une prévention primaire, c'est d'éviter la survenue de cette grossesse. C'est à travers la sensibilisation des séances d'éducation dans la santé sexuelle et reproductive et la contraception dont je finis par. Il faut éviter l'arrivée de cette grossesse en discutant avec les jeunes comment adopter ou bien comment s'abstenir ou comment adopter une méthode contraceptive pour éviter jusqu'à cela. Ensuite, il y a cette prévention secondaire qu'on peut faire. La grossesse arrivée. Comment convaincre la jeune femme qu'elle peut porter cette grossesse, accoucher après et reprendre le cours de sa vie et atteindre les objectifs dont elle s'était fixée. Et la prévention tertiaire, c'est après qu'elle a commis l'avortement, comment prendre en charge les complications tôt. Pas qu'elle vienne tardivement à l'hôpital, tôt,
pour qu'on n'en arrive pas à un décès lié à ces avortements. Donc voilà, échelonner les préventions que nous pouvons les offrir à notre niveau. En tout cas, le mieux à faire, c'est d'éviter d'abord ces avortements. Exactement. Et quand ça survient, aller vers un centre de santé. Pour avoir toutes les informations possibles avant de faire quoi que ce soit. La contraception est une méthode efficace contre les grossesses non désirées et les avortements clandestins. Y a-t-il une contraception indiquée aux jeunes? Comment doit-on faire le choix de sa contraception? C'est le jeune qui choisit sa contraception. Toutes les contraceptions sont bonnes pour les jeunes? Il n'y a pas de contraception limitée à quoi que ce soit. Le seul effort qu'il a à faire, c'est de s'approcher d'un agent de santé ou bien d'un centre de santé pour avoir toutes les informations par rapport à la contraception. Il y en a une multitude de méthodes et c'est lui qui fera, en fonction de ce qu'il aurait pris, qu'il fera son choix. Ce sont parfois les agents de santé, quand une fille ou une femme vient demander les services, ce sont les agents de santé aussi qui compliquent parfois la tâche, qui renvoient ces femmes. Il peut arriver. Je ne veux pas dire qu'on est tout blanc, mais il peut arriver. Et c'est pas pour ça qu'il faut cesser de venir nous voir. Toujours passer nous voir en premier avant quoi que ce soit. Donc l'éducation doit aller aussi au personnel soignant, dans ce sens. Je n'en disconviens pas. Merci beaucoup, Dr Romario Mawé. Quel est ce dernier message que vous avez à l'endroit de nos chers téléspectateurs qui nous suivent ce soir? Alors, un dernier message, c'est d'inviter nos jeunes parents, nos parents à développer cette culture où il faut non seulement éduquer de manière classique nos jeunes, mais de leur parler du sexe, de leur parler de leurs complications. On n'a pas souvent besoin d'aller inventer des complications ou bien des situations ailleurs. C'est de nous parler de notre expérience. Apprendre aux enfants à connaître leur corps. Exactement. D'accord? Et c'est le premier volet. Ensuite, à l'endroit des jeunes, c'est de les amener à s'auto-éduquer. Et à aller vers les centres agréés pour avoir des informations. Actuellement, l'association ATBF a une application qui vous permet d'avoir les réponses à toutes questions que vous leur posez quant à la santé de la reproduction et à la santé sexuelle. L'application, c'est Info Ado Jeune, d'accord, qui vous permet de répondre à toutes les questions, d'accord. Et pour finir, la grossesse n'est pas une fin en soi. On peut porter cette grossesse, finir la maternité et reprendre le cours de sa vie. C'est vrai que ça retarde, mais c'est une possibilité. Et l'information phare qu'il faut savoir que de nos jours, on peut éviter cette grossesse et c'est à travers la contraception. Et fou dédé, nanave et nous guérir te va dans la menti, là te va naver na on va le dire faut quoi et faut ma fa. Là te va naver na problème gros là non, n'y avait couple ami que ce soit bien mi va loin et n'y a bani et sona et nous que mi on va y quoi. Actuellement, solution beaucoup d'olé, que la tena pena mi barado kakafuno. Et nous que mi y français avec contraception, le mode de délai vimé. Ou bien, en avena e fumava. Donc, nous en tant que toi, nous disons bien effort à ou, parmi la poudre bien de fort. Mi va mi avoir tout bas, ni a canson, ni a kemi blanc, ni mi la de sous-scientifique, à peine mi lo. Appelez-le Dr Romaric. C'est avec grand plaisir qu'on vous retrouvera une prochaine fois pour nos sujets santé. Plaisir partagé. Merci, à bientôt. Merci. Elles sont certainement nombreuses, ces femmes qui manquent de désir sexuel ou de plaisir au cours des rapports sexuels. C'est de ce sujet que nous allons parler dans cette dernière partie de Santé d'abord avec Madame Grace Koumaï. Madame Grace Koumaï est sage-femme diplômée d'État. Comment vous allez? Comme d'habitude, je vais bien et je vais super bien. Je rends grâce à Dieu. Et j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous allons aussi bien. Ah, Dieu merci. Alors, avec vous, nous allons parler de la frigidité. Qu'est-ce que c'est? La frigidité, avant d'aborder ce sujet, j'aimerais dire à toutes les téléspectatrices que tout ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce n'est pas forcément une guide pour vous toutes. Ce sont des astuces que nous allons donner. C'est tout comme des ingrédients que nous vous donnons pour faire un plat. À vous de choisir les ingrédients, les condiments qu'il faut pour votre plat à votre goût. La frigidité,
Nous pouvons dire c'est le dysfonctionnement sexuel chez la femme. Le résultat direct, c'est le manque de plaisir chez la femme. Quand on parle de la frigidité, soit c'est l'hyposuffisance du désir sexuel, c'est-à-dire au niveau de la libido, soit c'est l'anorgasmie, une femme qui n'a pas d'orgasme, soit c'est la dyspareunie, c'est-à-dire la douleur au cours des rapports sexuels. Cette douleur peut être à la pénétration, ça peut être au cours des mouvements de va-et-vient, ça peut être après le rapport sexuel. Toujours, ça peut être le vaginisme. Le vaginisme, c'est une contracture involontaire et invincible du vagin rendant impossible la pénétration, toute pénétration. Même ces femmes, quand elles viennent à l'hôpital pour faire même le toucher, c'est impossible. Voilà tout ce que nous mettons dans la frigidité. Mais si je vais revenir dans la définition de la frigidité, comme tout le monde l'emploie, nous-mêmes nous l'employons, quand on dit c'est frigide, c'est quoi? C'est que c'est froid. Comme frigidaire. Voilà, comme frigidaire. Une femme frigide, elle est froide à quoi? Soit elle est froide au démarrage. Elle n'a pas de désir sexuel. Elle n'a pas d'appétit sexuel. Elle ne peut pas rester prendre l'initiative, dire mon partenaire, j'ai envie de toi, ou bien aujourd'hui j'ai envie de mon partenaire. C'est une froideur au démarrage. Ça peut être le froid à la réactivité. Elle a le désir, j'ai le plaisir, mais lorsque je vais vers mon homme, au cours de l'excitation, je ne réagis pas à l'excitation. Voilà tout ce qui concerne la frigidité. Qu'est-ce qui peut être à l'origine du manque de plaisir ou de désir sexuel? Nous avons posé cette question à 2 concitoyens. Voici leur avis. Normalement, on ne peut bon, nous me le vivons c'est là-bas moi. Ce que veut dire courant d'anti, courant d'anti. Dans le lait, béni, nous avons si vivre là-bas mais. Vivre c'est à égana, vijiji, tout en mouvant. Nous avons le vivre et le poya. Ce serait la maman vanéo. Au semea, n'ayez pas un bac pour t'emballer ne à quoi que foyer mouinango. Un soya et le nuéré, nous avons le nuéré. Donc, je vais le néa, je vais voir me faire, ou la naïo la blé. Nous que Bob Sokin Bonnois le néa, ou la dit me pas. Quand je la yo, au tobo la yo. La mère, foyer, elle son annuaire. Oh, le souba. Je suis à Mignan et Gillet Jolo à le Jimle Jo. Pero, a Yamuke. A doy bébé. On m'a demandé au Grenade Chabana et Jimle Jo. I'm a rose enemy. I'm a room cinema. No, Tonyan Kelowame, Babel one. Leke ou la one, a Jicabelli Bia. La totia, la te wene. La même si na vivi là-bas, moi, il y avait les dons, effectivement les dons poney. Il y avait nous n'y a mot que les lamères. M'lo donne de là il conduit à quoi bon. Ne effectivement les dons pona là c'est vivi là-bas mais propre. Adrien là non foyer mais gombena me laisser vivre les dos que me wa. Nous soyons laisser vivre, nous soit là elle a bien soit les dons poney et ni bena do là il conduit. On la quoi bon la traité. Bois, elle a c'est vivre. Voici quelques avis, Madame Grace Koumae. C'est ce que l'homme de la rue pense du sujet qui nous réunit ce soir. Effectivement, j'ai compris ce qu'elles ont dit. Quand on parle de la frigidité, c'est le manque de désir. On dit les rapports sexuels doivent vous procurer le plaisir aux 2 partenaires. Mais quand une femme dit je n'ai pas de plaisir, il faudrait que la femme même s'en rende compte que je ne ressens pas le plaisir parce que l'appareil génital de la femme est ouvert. Quels qu'en soient les cas, lorsque l'homme est en érection, la pénétration aura lieu. C'est pas comme chez l'homme, lorsqu'il y a un problème d'érection, il n'y a pas d'érection, il n'y aura pas de pénétration. C'est ouvert. Qu'elle ait envie ou pas, la pénétration aura lieu. Maintenant, comment savoir que je suis satisfaite? Il y a plusieurs femmes
qui ne le savent pas. Il y a une étude tout récemment qui a démontré que il y a une majorité de femmes qui ne vont jamais connaître l'orgasme dans leur vie. On peut jouir sans faire l'orgasme. C'est tout comme chez l'homme. L'homme peut faire l'éjaculation sans faire l'orgasme. L'éjaculation est différente de la jouissance. L'éjaculation chez l'homme est différente de l'orgasme. Toute femme n'éjacule pas, mais toute femme peut faire l'orgasme. Mais lorsqu'il n'y a pas cet orgasme, le problème est où? Nous avons dit le plaisir sexuel de la femme est complexe parce que l'anatomie de la femme est complexe. Son appareil génital est également complexe. Par où il faut prendre? Or, chez l'homme, tout ce que nous savons, quand il est en érection, il y a pénétration, il éjacule. Quand on compare les deux plaisirs, l'homme c'est comme un champagne. Quand vous ouvrez le champagne, ça fait comment? Ça fait pouf et c'est fini. Le plaisir chez la femme, c'est comme lorsque vous préparez le manioc ou l'igname. Ça prend du temps pour bouillir. Et quand ça commence par bouillir, vous allez voir, ça coule, ça prend le temps. Il faut prendre le temps. Et le plaisir chez l'homme est un plaisir de non-retour. C'est-à-dire, il y a un point culminant lorsque le seuil d'excitation est atteint, qu'il y ait un point d'excitation, que la femme continue ou pas, l'homme va atteindre son point culminant qui est l'éjaculation. Mais chez la femme, lorsque vous l'excitez et vous arrivez même avant-dernier point pour son orgasme et que vous relâchez, ça revient de zéro. Cette capacité de contrôler l'éjaculation, l'excitation chez l'homme pour pouvoir satisfaire la femme qui manque, qui fait qu'aujourd'hui, la majorité des femmes pensent qu'elles sont fragiles, mais en réalité, elles n'ont pas des hommes qui répondent à leurs critères. Quand je dis qu'ils ne répondent pas à leurs critères, un homme patient, au cours d'un acte sexuel, vous pouvez coïncider vos deux orgasmes. Ça, c'est pour les spécialistes. Lorsque vous n'êtes pas spécialiste, c'est-à-dire vous ne maîtrisez pas votre corps, vous ne maîtrisez pas le corps de votre partenaire, il faut se dire que aujourd'hui, mon objectif, c'est pour satisfaire mon partenaire. Lorsque ce rapport, c'est pour satisfaire ma femme, je mets toutes les énergies, je suis patiente, je contrôle mon éjaculation pour retarder cela, pour pouvoir satisfaire ma partenaire qui est femme. Également chez la femme, elle peut se dire qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de satisfaire mon homme. C'est en le faisant au fur et à mesure, les deux partenaires vont apprendre à se connaître et un beau jour, ils vont pouvoir concéder leur éjaculation, leur orgasme, le plaisir de ça. En tout cas, ce soir, nos téléspectateurs auront toutes les réponses sur ces dysfonctionnements sexuels de la femme. Nous avons suivi nos intervenants, l'homme de la rue. Ils ont évoqué certaines causes. Selon eux, la frigidité ou le manque de plaisir ou de sensation au cours des rapports sexuels peut être dû à des infections, au caractère, à certains comportements de l'homme. Et selon vous, vous êtes spécialiste de la question, n'est-ce pas? La question de sexualité. Ils ont raison. Ont-ils raison? Ils ont raison. Parce que j'ai parlé des causes de dysfonctionnement sexuel chez la femme. C'est-à-dire, la femme ne peut pas rester comme ça, dire à son partenaire, j'ai envie de toi. Il faudrait que le partenaire prenne l'initiative. Si c'est dans ce cas, il faut chercher pourquoi cette dernière n'a pas de libido. Maintenant, chez d'autres, nous savons que chez la majorité des hommes, la première est de 0 à 50 ans. La libido est spontanée. Ça vient, mais à partir de 40 ans, il faut commencer par travailler cela. Le deuxième côté où il s'agit le manque de réaction à l'excitation de son partenaire. La première des choses, c'est qu'il faut éliminer une cause médicale. Est-ce qu'il n'y a pas une infection? Est-ce que la prise d'un médicament n'inhibe pas son excitation? Quel médicament, par exemple? Les produits contre la dépression. Ça inhibe le désir sexuel. Certaines maladies comme le diabète, la prise exagérément de l'alcool. Les gens vont dire que l'alcool donne de l'excitation.
mais également cet alcool aussi peut inhiber l'excitation, surtout chez la femme. Donc, quand il y a un manque, une insuffisance de désir ou bien l'absence du plaisir chez la femme, il faut éliminer une cause médicale. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une sécheresse vaginale? Parce que je vous ai dit ici que la dyspareunie, c'est la douleur pendant les rapports sexuels. Est-ce que c'est la douleur au cours de la pénétration? Est-ce que c'est la douleur au niveau des mouvements de va-et-vient? Est-ce que c'est après? Je parlais également du vaginisme. La contraction involontaire qui peut être due à un traumatisme au niveau du vagin. Peut-être pendant l'accouchement, un traumatisme au niveau du vagin peut créer un trouble au niveau de la femme et créer le vaginisme. Un trouble psychologique. Un trouble psychologique. Tout ça, là, il faut éliminer premièrement une cause médicale. Lorsqu'il n'y a pas de cause médicale, maintenant, nous allons travailler. Est-ce que le ou la maîtrise son corps? Parce que au cours d'une activité sexuelle, c'est comme je suis venue dans vos locaux. On m'a guidée, je ne maîtrise pas le studio, je ne connais pas par où passer, venir au studio. J'ai dû me diriger vers quelqu'un pour qu'on m'amène. Lorsque vous vous rencontrez, c'est mon corps, c'est votre corps. Est-ce que l'homme a une magie pour maîtriser mon corps? Aujourd'hui, nous parlons du clitoris. Tout le monde dit, tout on sait que le clitoris, c'est un organe qui sert qu'à donner le plaisir. Mais le clitoris se trouve où? Aujourd'hui, il y a certaines femmes, tu dis, montre-moi le clitoris, elle va écarter, voilà le clitoris. À quel niveau il faut stimuler ton clitoris pour que tu sois excité? C'est pas tout le clitoris qu'il faut stimuler. Il y a des parties du clitoris, lorsque vous stimulez cette partie, ça peut créer une mauvaise sensation au niveau de la femme. Le clitoris, ça peut être à gauche, donc c'est la femme qui doit maîtriser et guider son homme. J'ai besoin, c'est vers cette partie que tu dois me stimuler. On parle aujourd'hui du point G. Ce n'est plus le point G, c'est la zone G. La zone G, c'est quoi? On dit le clitoris a une longueur de 8 à 9 cm. Donc, la petite partie que nous voyons à l'extérieur, il y a 7 à 8 cm à l'intérieur. Donc, c'est les racines de ce clitoris qui débouchent sur l'entrée du vagin, 2 à 3 cm. Si la femme n'arrive pas à repérer ce point G et guider le partenaire, comment il va le faire? Le partenaire aussi peut aider la femme. Mais comment? C'est que c'est la communication. Il faudrait que le partenaire crée un environnement. Voilà. Quand nous parlons aujourd'hui même de la fluidité, certains vont dire au début de notre relation, ce n'était pas ça, c'est à partir du 2e enfant, 3e enfant. Ce que nous oublions, c'est que lorsque vous cohabitez au début, l'environnement, on flirtait, on se retrouvait, on mangeait dans des cadres qui nous donnaient des envies sexuelles. Nous cohabitons, nous n'avons plus d'intimité. Votre partenaire devient comme votre sœur. Votre partenaire devient comme un ami ou une amie. Il n'y a pas d'intimité. Ce dernier ne peut plus vous créer une excitation. Il faut maintenant savoir le problème. Si le problème est là, à vous de créer un autre environnement. Et nous disons même que, mais si avec votre partenaire, vous ne sentez pas. Lorsqu'elle vient pour consulter, lorsque j'étais avec un sexologue, on pose la question, ok, avec ton partenaire, tu ne sens rien. Est-ce qu'avec toi-même, dans ce qu'on va demander à la femme d'essayer de se masturber, voici si avec elle-même, elle arrive à se donner le plaisir. Vous voyez certaines femmes, avec la masturbation, ça passe bien. Dans ce qu'on va dire, c'est le partenaire qui ne maîtrise pas ton corps. Guide ton partenaire. Il y a aussi le stress, la charge du travail, le manque de sommeil. Nous travaillons toute la journée. Après le soir, au lieu de se reposer, il faut scroller sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus le temps pour le sommeil. Tout ceci va créer des petits problèmes, des décharges qui vont évoluer vers une fluidité, comme nous avons l'habitude de dire, soit l'absence du désir, l'absence de la libido ou carrément l'absence du plaisir. La différence entre le plaisir et le désir, c'est de prendre d'avoir envie. Le plaisir, c'est la réponse qu'on donne à une excitation. C'est sûr, lorsqu'on commence par m'exciter, comment je réponds? Par quoi reconnaît-on une femme frigide? Une femme frigide, chez nous, lorsqu'elle vient pour des consultations, on va vous poser la question, qu'est-ce que vous avez? Elle va dire, je ne sens rien. C'est tout?
C'est le seul symptôme. C'est pas le seul symptôme, mais la majorité, c'est parce qu'elles ont l'anorgasmie. Elles n'ont pas l'orgasme. Mais en réalité, quand on parle de la frigidité, celle qui a mal au cours des rapports sexuels, parce que même le fait d'avoir tellement mal peut créer une phobie. Ça bloque dans la tête. Ça bloque dans la tête. Et cette phobie va faire que les prochaines fois, elle ne sera pas réceptive. Donc, on va se poser la question. Quand elles viennent, la majorité des femmes qui consultent pour la frigidité, c'est l'anorgasmie. Je ne sens rien. Maintenant, pour la question, comment tu te sentais, elle va te dire, maintenant, à nous de leur montrer que la manière dont l'homme éjacule, le processus, il commence par dire, ça vient, il éjacule, les battements cardiaques commencent et tout. Voilà le même processus chez toi pour que tu puisses savoir que tu fais ton orgasme. Les hommes vont dire que comment savoir que ma femme est satisfaite? Comment savoir que ma femme est excitée? Quand la femme, le vagin se dilate et qu'il y a des sécrétions, des lubrifications, cela ne veut pas forcément dire que elle est excitée. Chez l'homme, tout ce que nous savons, c'est que quand ça devient dur, quand il y a l'érection, le pénis devient dur, les mamelons deviennent tendus et durs, les battements cardiaques, on sait que l'homme est excité. Normalement, chez la femme, ça devait être le cas. Après l'orgasme, lorsqu'une femme est satisfaite, vous n'avez pas besoin d'une magie pour dire « ma femme est satisfaite ». D'accord. Et puis, on parle de frigidité chez l'homme aussi, de frigidité masculine. La frigidité chez l'homme, c'est très rare, mais ça existe. Pourquoi? Parce que chez l'homme, ça se voit. Les femmes qui disent qu'elles sont frigides, elles sont nombreuses, c'est qui sont courageuses. L'homme, quand il y a une panne sexuelle, ça se voit, c'est que ça ne se lève pas. Il n'y a pas d'érection et c'est rare. L'homme peut ne pas avoir de libido et avoir son érection. L'homme peut éjaculer sans avoir son orgasme. Sans avoir son orgasme. Donc on dit que éjacule pour me laisser. Il a éjaculé, mais il n'a pas fait son orgasme. L'homme peut faire son orgasme sans faire son éjaculation. En tout cas, vous reviendrez une prochaine fois pour nous parler carrément, rien que de l'orgasme, pour que nous comprenions mieux, n'est-ce pas? Pas de souci, c'est notre devoir, bien sûr. D'accord. Nous avons aussi approché certaines mamans d'un certain âge que nous avons croisées dans un centre hospitalier de la place. Et cette dame nous racontait que depuis qu'elle a eu sa ménopause, elle ne sent plus, elle n'a plus de désir. Elle n'a plus l'envie, même quand son mari la touche, c'est comme si, c'est parce qu'elle ne peut pas dire non, mais elle n'a pas de désir. Est-ce qu'il y a un lien entre le manque de désir sexuel ou la frigidité et la ménopause? Effectivement, quand on dit la ménopause, c'est quoi? C'est la fin du cycle sexuel. C'est la chute des ménopauses, c'est le déséquilibre au niveau des hormones. Et ce déséquilibre au niveau des hormones peut être la cause d'une frigidité, c'est-à-dire le dysfonctionnement du plaisir sexuel chez la femme. Comme j'avais dit ça en gros, que quand on prend les causes, le déséquilibre hormonal peut causer cette frigidité. Donc, la plus majorité des cas, les femmes ménopausées ont ce problème. Il y a une sécheresse vaginale. Cette sécheresse vaginale, lorsqu'elle n'est pas prise en charge, ça peut créer des douleurs pendant les rapports sexuels. Donc, les femmes ménopausées ont ce problème de frigidité. Dans l'accompagnement, nous leur donnons des astuces et pour pouvoir avoir toujours une libido qui est fonctionnelle. Certaines vont jusqu'à se faire injecter des produits pour garder la sécrétion de leurs hormones, mais l'ingestion de ces produits pour avoir une continuité de sécrétion de ces hormones qui protègent la libido crée le cancer de sein souvent. Donc, les femmes ménopausées sont souvent frigides. Alors, Madame Grace, comment remédier à ce problème? Que faut-il faire? Il faut se connaître. C'est la première des choses. Il faut connaître son corps. Il n'y a pas d'autres astuces? La première des choses, si vous n'apprenez pas à connaître votre corps, à connaître le corps de votre partenaire, même lorsque vous consultez, ça ne marchera pas. Et en sexologie, lorsqu'elles viennent, la première des choses, nous les apprenons à connaître leur corps. Maintenant, lorsqu'il y a un problème sexuel, lorsque ce problème dure jusqu'à 6 mois, c'est là on se dit que ce problème devient sérieux parce que
Que vous soyez un homme ou une femme, à tout moment, vous pouvez avoir des pannes sexuelles. Mais que ces pannes sexuelles ne s'étendent pas sur une durée de 3 à 6 mois. Donc, comme je l'ai dit, il faut se connaître, il faut se donner le temps. Quand les femmes disent, je veux un produit pour ma frigidité, le premier produit, c'est de libérer de l'espace dans ton cerveau. Quand vous avez un portable, lorsque vous téléchargez au début, mais quand il n'y a plus d'espace, qu'est-ce que vous faites? Pour avoir de nouveaux fichiers, il faut faire partie d'autres fichiers. C'est la même chose qui se passe. Également, quand on dit il n'y a pas de frigidité, est-ce qu'avec votre partenaire, la manière dont vous avez commencé, il faut recommencer, il faut reprendre ça de la même manière, créer d'autres environnements et pour pouvoir donner cette envie sexuelle. Les hommes aussi peuvent aider leurs femmes, non? C'est les deux, quand on dit la sexualité, c'est les deux. Mais lorsque ça ne va pas, il faut aller vers un spécialiste. Nous n'avons pas assez de sexologues au Togo, mais le champ d'action des gynécologues est large pour pouvoir les consulter. Allez vers les spécialistes. L'œil d'une nouvelle personne peut percevoir quelque chose sur vous comme vous-même, vous ne percevez pas. Donc, c'est vraiment important que vos problèmes sexuels ne soient pas une honte pour vous. Et dans la sexualité, il n'y a pas une guide, il n'y a pas on fait ci, on fait ça. C'est qu'il faut être initiatif à tout moment. Il faut faire sortir de nouveautés. Voilà. Baba nebe dina donc so yi ba wono puna wono jabot na la bak dine na ma ka na nyitab na ma ka na nyitab na ndopwe an be an pune alo nchene na chuma na na uma ke gbele moy na la ba ka gbele mo ni yankange non ke dan te che do te ranke te chak wona tra to man la ma ngana na ma ke na gbele o moy e ndopwe. C'est nous concari. C'est nous concari. Fin de cette émission. Merci pour votre fidélité et merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau sujet santé. Bonne suite de nos programmes sur la télévision togolaise. Au revoir.